Pourquoi tu m'as pensé à ça? Pour endurer tout ça jusqu'au bout, il faut bien combler ce vide créateur d'angoisse, quoi. Parce que c'est vrai qu'on se dit tout le temps, enfin moi je me le dis, des fois je me dis oui, au final c'est sûr, la vraie finalité c'est que ça rime à rien, quoi. Bah ouais. Mais le problème c'est que j'arrive pas à me dire ça rime à rien, parce que sinon pourquoi exister? Voilà. Mais il y a beaucoup Alors moi je me suis beaucoup récemment intéressé aux tueurs en série, enfin aux psychopathes, et Okay. eux pour le coup ont tout à fait conscience qu'il n'y a rien d'autre que l'acte. Et ils sont assez impressionnants parce qu'ils ont l'air, enfin du peu que j'ai lu ou que j'ai vu d'eux, ils sont relativement conscients du fait que leurs actes n'ont aucune importance puisque rien n'a de sens. Donc c'est l'extrême, c'est-à-dire que comme s'ils savent qu'il n'y a pas de sens à tout ça, on peut tout se permettre. Vivre en prison, vivre dehors, tuer, pas tuer, on s'en fout. On essaye tous plus ou moins d'être plutôt sympas, des gens, on essaye d'être tolérants, machin. Ceci dit, si on met en perspective, ça n'a strictement aucune importance, la politesse, la tolérance, la gentillesse, ça. Donc, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Et qu'il est dur à trouver. Et exactement, ça me fait plaisir que tu finisses ma phrase, car je ne savais pas comment j'allais m'y prendre. Bah écoute, voilà, je suis là pour ça, pour finir les phrases. On a quoi là? C'est à l'envers ou c'est à l'endroit? C'est à l'envers. C'est à l'envers. C'est Godard. Je crois que c'est un D, hein. Je voudrais pas te faire chier, mais c'est un D, hein, Alors Godard. j'avais dit, si on peut rembobiner. Alors là, ça c'est un effet de montage. Il risque d'avoir des fautes d'orthographe par contre. Il y a des fautes. Il y a des la fautes. plus belle, la voici. Godard. Avec un T. En plus, on le met beaucoup d'honneur. Non, mais je l'ai taillé dans un livre parce que je déteste ces gens sur deux. C'était dans une émission de Paul Amar et il y avait. Donc, c'était présenté dans un bêtisier de la fin d'année où Paul Amar le présentait. Non, où le présentateur du bêtisier disait voici une leçon de cinéma de la part d'un maître. Donc je me dis intéressant, je regarde. Et là, je vois Godard, ce gros boursouflé, arriver chez Paul Amar. Il y a un cadreur. Et puis à un moment, il le prend en partie, lui dit... Tu peux lui parler à lui. Ouais, mais non, je n'oserais jamais lui parler comme Godard lui a parlé. Non, mais tu veux que je te le fasse? Oui, fais-le. De toute façon, avec ta merde, là, tu fais pas du cinéma, tu pourras jamais t'en approcher, tu filmes pas la réalité. Et il commence à lui sortir un baratin, tu sais. Et le pauvre mec, il bosse, lui. Hein. Lui, il bosse, il a une famille à nourrir. Hein. Il est pas comme Godard, il fait pas des expositions à la con. Bon, il tient en plus sa caméra comme ça tout du long. C'est-à-dire que tu vois les gouttes de sueur couler. Et pendant 20 minutes, il arrase Godard, lui dit qu'il fait pas du cinéma. Le mec, il est pas là pour faire du cinéma. Du con! Je déteste ces gens qui se permettent de rabaisser comme ça devant tout le monde quelqu'un qui pense inférieur. Et c'est tellement visible à sa gueule qu'il le pense inférieur que c'est très inquiétant. Bah, d'un autre côté, peut-être qu'il sent aussi qu'il est plus haut niveau et il se venge. Ah! Alors ça, je ne sais pas, je peux pas... Oui, alors, bah, j'espère que c'est ça. J'ai bien peur que ce soit une dernièrement, grosse, tu as juste vu une quand même des grosses quoi. affiches avec écrit Godard. Enfin, t'as vu toutes les salles de France. Non, bah... C'est marrant, j'ai pas. Non. Non, mais c'est toujours pareil. Quand on déifie quelqu'un comme lui a été déifié, il perd le sens des réalités. Quoi. Il y a un moment où il faut. Et puis, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il vient vendre son cul à la télé et il reproche à la télé de vendre son cul. C'est extraordinaire. Ah, bande d'enculés! C'est un type qui a jamais réfléchi de sa vie, en fait. À part peut-être sur son cinéma à lui, mais en tout cas, dans la vie, il a pas réfléchi. Donc, je hais ce type-là. Voilà. Non, t'as pas. Ah, Fluide glacial, magnifique Fluide glacial. Alors, là, je viens d'en partir. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu triste parce que c'est vrai que c'est. Alors, moi, j'étais engagé à Fluide glacial en 94. C'était les premiers à me faire faire de la bande dessinée. Et c'était drôlement bien. Tu veux que je te raconte tout ça par le détail ou... Oui, je sais pas, moi je... C'était un truc qui n'existe plus, qui a été remplacé par l'internet, qui était de faire ses armes en fait. Fluide glacial, c'était un truc où on pouvait faire ses armes aux côtés de gens absolument reconnus, Edica, Gossens, Blotch à l'époque, Jiménez, Binet, putain. On pouvait faire ses armes à côté de ces gens-là. Et en plus, on les rencontrait, puisqu'on allait au bouclage et compagnie. Et c'était une ambiance, même si c'était parfois violent, parfois tendu, tout ça, c'était quand même, on était tous ensemble. C'était la dernière fois, c'était la première et la dernière fois que j'ai connu ça, quoi. D'accord. Et j'ai appris là-bas un boulot. Alors, j'ai appris une facette du boulot que je pensais être le boulot, mais j'ai appris qu'une facette. Mais je l'ai bien apprise, hein, rendre 6 pages par mois, trouver un travail, parce que mes parents, pour qu'ils les rassuraient un peu, j'avais une fiche de paye, donc ils étaient tout contents. T'avais pas fait de BD avant ? J'en ai fait comme ça, mais jamais payé. Enfin, j'avais fait des illustrations vaguement à droite à gauche. J'avais fait beaucoup de BD. Ben, j'envoyais chaque année, en fait, tout ce que je faisais à tous les éditeurs. Depuis que j'avais 12 ans. Tu vois ? Et les seuls... Ah merde, encore l'arsenal. C'était à 24 ans. Donc pendant 24 ans,
J'ai envoyé tout à tout le monde et j'ai eu une seule réponse, c'était fluide. Non. À la dernière année. Putain. Eh ouais. Et donc, ils m'ont appelé, et c'est vrai que du coup, j'avais une fiche de paye, je pouvais vivre, je pouvais payer mon loyer, je pouvais bouffer, je me suis acheté un magnétoscope, le premier que j'ai de ma vie entière. C'était génial, je devenais adulte, quoi. Enfin, je devenais indépendant. Et puis, parce qu'avant, j'étais un peu marginal quand même. Et là, non, c'était bon maintenant. Et puis surtout, tu fais ton truc, 30 ou 60 jours après, tu te rends compte de ce que tu as bien fait et des erreurs. Et ça, c'est une formation en accéléré qui est géniale. Parce que maintenant, les mômes, tu leur fais faire un album, s'il ne marche pas, les mômes, ils en font à la limite un deuxième, mais pas un troisième. Et bah là, on nous faisait des albums tous les ans, hein, si on rendait bien 6 planches tous les mois. On avait un album quasiment automatique, qui était bon ou pas bon, c'était pas très grave. Et puis surtout, ça me permettait de bouffer, puis ça me permettait de côtoyer tous ces gens incroyables, quoi. C'est clair. Et puis après, ça a été racheté à droite, à gauche, il y a eu des changements de direction, des changements de ligne éditoriale, de rédacteur en chef, qui moi m'ont un peu déçu, parce que ça allait pas dans le sens dans lequel je pensais que Fluide devait aller. Et puis donc j'ai fini par me barrer, mais quelle aventure, quoi. Je suis content d'avoir participé à la fin de cette aventure-là, parce que pour moi c'est plus du tout le même Fluide maintenant, quoi. Donc ça fait plus partie de la même aventure. Mais moi j'ai fait partie de la toute fin de la grande époque de Fluide, quoi. Mais ton style était vraiment à part. Quand on ouvrait Fluide, on avait plein de styles différents, mais ton style était... t'avais vraiment ton truc à toi, quoi. Ouais, moi je suis pas tout à fait d'accord, parce que je vois maintenant les influences qu'il y avait dedans. Il y avait Blutch, il y avait Gossens, il y avait Conrad, c'était un conglomérat de plein de choses. Mais moi j'étais pas encore assez fort pour raconter les histoires ambitieuses que je voulais raconter avec mon vocabulaire à moi. C'est-à-dire que moi je débutais, j'avais pas de vocabulaire graphique. Donc j'ai piqué à droite à gauche et puis j'ai réussi à me faire mon truc avec lequel je pouvais raconter mes histoires. Et puis surtout, c'est fondateur, quoi. Alors, c'était aussi un handicap, Fluide, parce que quand tu es à Fluide et que tu veux faire Presque ou un autre livre, les gens te rient au nez. On te dit, bah ouais, t'es un marrant, fais-nous rire, quoi. Oui. Et donc, moi, j'étais obligé de passer par les rêveurs pour montrer qu'on pouvait aussi faire autre chose. Donc, c'était un peu à double tranchant. Puis surtout, moi, j'ai appris qu'une seule partie du métier. Quand j'ai voulu me coller à faire un album de 60 pages, c'est pas du tout la même manière de faire que de faire des petits recueils de 6 pages, tu vois. Donc il a fallu que je désapprenne ça pendant quelques années pour pouvoir passer au combat ordinaire ou à d'autres trucs. Tous les dessinateurs ont forcément des influences d'autres dessinateurs pour créer quelque chose. Enfin, je veux dire, tu disais que tu voyais toutes tes influences, mais je veux dire, chaque dessinateur, je pense... vont te dire, oui, mais là, mon influence, c'était le dessinateur. Enfin, je veux dire, il y a... Oui, mais nous, on est de la génération des photocopieuses et du copier-coller et tout ça, donc ceux qui étaient avant nous comprenaient pas ça. Notamment, remarque, avant nous, non, puisque Cornelius m'a traité de cambrioleur. C'est vrai que je cambriolais, c'est absolument vrai, sauf que lui, il le disait très méchamment, et que moi, je trouve que c'est très bien de cambrioler. Donc, c'est peut-être la différence qu'on a entre lui et moi. C'est que moi, là d'où je viens, c'est très bien de cambrioler. Donc voilà, non, mais en plus, c'était un moment où ça explosait, le sample et tout ça. Moi, je me suis pas posé la question. Moi, j'ai pris des images. Je les ai jamais pris, si tu veux, comme ça, pour les recopier comme ça. Mais j'étais tellement marqué par ces images-là que inconsciemment, elles revenaient. Et elles revenaient quasiment au même. Donc bon, mais en plus, moi, je regrette rien. Moi, je fais mon chemin de ma manière. S'ils sont pas contents, ils ont qu'à se faire enculer. Honnêtement, hein, c'est vraiment ma nouvelle philosophie. Ça m'a beaucoup fait souffrir parce que j'ai pas beaucoup d'amis dans le métier et j'aurais bien aimé connaître tous ces gens-là de l'assaut et tout ça. Puis bon, vu comment ils m'ont traité, j'ai vu assez vite que c'était pas possible. Et tout compte fait, au final, je me trouve maintenant bien indépendant par rapport aux gens qui font des blockbusters, comme par rapport aux gens qui font de l'underground. C'est bien, moi je suis dans un petit coin à part, je suis vraiment bien. Moi. La niche à Larsenet. J'ai trouvé ma niche à moi et je suis bien dedans. Ça me fait plaisir. Pouvoir vivre avec. Ok. J'ai joué. Alors, tes personnages, qu'est-ce qu'ils ont, mes personnages? Alors, oui, j'ai une question. Voilà. Monsieur Trondheim, se dessine dans ses bandes dessinées. C'est lui. Ouais. Il s'appelle Lewis, mais lui, c'est un oiseau. D'accord. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Mais pas dans Lapino, par exemple. Pas dans Lapino. Tu parles de approximativement. Quand il se représente. D'accord. Lui. Tu veux dire que quand il se représente lui. C'est ça que tu as envie de me dire. Tandis que Monsieur Larsenet, c'est rarement Manu Larsenet, mais il y a toujours quelque chose du physique de Manu Larsenet dans les personnages. Mais c'est jamais... Lacan a dit « la vérité a structure de fiction ». Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, au début, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Mais c'est très très simple. Ça veut dire qu'on ne parle bien, qu'on approche bien la vérité, qu'en prenant des détours. C'est-à-dire, c'était quoi ta question?